Alors, je vous propose pour commencer un tout petit exercice très simple. Vous allez, si vous le voulez bien, fermer les yeux et puis vous allez laisser résonner le mot réconciliation dans tout votre être, dans votre cœur, dans votre corps, dans votre esprit. Et vous allez laisser venir une image ou plusieurs images. Donc, laissez votre imaginaire s'activer et peut-être aussi une sensation ou plusieurs sensations physiques. Donc, spontanément, quand vous entendez le mot réconciliation, qu'est-ce qui se manifeste dans votre corps comme sensation physique et qu'est-ce qui se manifeste dans votre esprit comme image? Et si possible, vous accueillez, même si c'est un peu surprenant, même si c'est pas ce que vous imaginiez, on accueille la sensation physique, peut-être quelque chose qui apparaît dans l'abdomen, dans le cœur, dans les bras, dans les pieds, dans la tête, et une image ou plusieurs images. Et puis vous allez juste les noter quelque part dans un petit coin pour vous en souvenir, mais sans chercher à en faire quoi que ce soit, sans chercher à les interpréter, juste les laisser là, faire leur chemin. Voilà, on peut s'enraciner comme je le proposais tout à l'heure dans la respiration, dans le corps, dans la sangha, pour embrasser ce qui se manifeste. Et puis on lâche prise. Voilà, on laisse circuler. On a vu, c'est là, et on laisse passer. On va pas s'y attacher pour l'instant. La première chose qui m'est venue et qui s'est renforcée ce matin dans ma méditation très tôt, c'est la conscience qu'en fait, pour se réconcilier, il faut être deux. Et là commence la problématique. C'est-à-dire que dans l'enseignement de Thaï, du Bouddha et des maîtres spirituels, euh, ce qui nous est proposé, c'est de nous rendre compte qu'en fait, nous sommes dans l'illusion de la séparation. Et nous fonctionnons en permanence dans l'illusion de la séparation. Donc nous croyons, parce que nous nous identifions à ce corps, à ses pensées, à ses émotions, nous croyons que nous sommes séparés du reste du monde, des amis qui sont autour de nous, de nos enfants, de nos parents, des arbres, des pierres, de l'océan. Voilà, on se croit séparés. Et depuis le début de notre incarnation, on va confirmer ce sens de séparation et on va même mettre en place des stratégies de survie très importantes pour sauver cette chose qui semble si importante, qui est séparée des autres. Et là commence la difficulté, puisque en fait, à partir de là, je vais rentrer dans l'adversité, en fait. Puisque l'autre et moi, nous sommes séparés, nous ne sommes pas les mêmes, eh bien, je vais me retrouver souvent avec la sensation d'une tension, d'une confrontation, d'un conflit, d'une difficulté à être compris et à comprendre. Voilà. Donc là commence, je dirais, l'histoire pour moi de notre souffrance, évidemment, et aussi de notre envie de nous réconcilier, parce qu'en réalité, se réconcilier, ça veut dire se réunifier. Voilà, on a envie de retrouver la paix, de retrouver l'unité, de retrouver cette sensation profonde que peut-être vous avez déjà touchée dans vos méditations, dans ces moments où on est vraiment dans la pratique de l'inter-être avec les arbres, avec les fleurs, avec la vie, où là, on sent profondément cette unité. Mais il y a beaucoup de moments où on perd. On perd ce contact-là et on retombe dans cette croyance d'être des entités séparées. L'invitation qui nous est faite
en particulier par taille et tous les maîtres spirituels, c'est d'avoir une sorte de discipline de pratique aussi, hein. Ça veut dire que nous sommes invités quotidiennement à pratiquer l'arrêt, à stopper et à revenir vers l'intérieur, en fait. Parce que si on veut vraiment se rencontrer, si on veut vraiment sortir de cette illusion qu'il y a un monde extérieur et un monde intérieur, alors il faut aller vers l'intérieur pour réunifier l'ensemble et mieux comprendre ce qui est en train de se passer dans nos vies, ce qui est en train d'agir dans notre existence. Donc la proposition première qui nous est faite, c'est de nous arrêter, c'est de regarder, de reconnaître que très souvent, nous sommes pris dans cette identification, dans cette sensation d'être séparés et dans cette sensation aussi d'être quelque part euh, en danger. Hein, puisque si je suis une entité séparée, tous les autres, quelque part, sont une menace pour moi. Et on a beaucoup ce sentiment d'être souvent en insécurité. Et c'est sur cette base d'insécurité, d'ailleurs, souvent on va réagir et qu'on va parfois même manifester au monde des choses très violentes, très agressives, comme des instincts de survie qui sont très puissants et qui sont des forces aussi qui peuvent être totalement destructrices. Donc ma responsabilité à moi, c'est de reconnaître que cette énergie destructrice, elle existe, que j'ai cette tendance à vouloir me protéger, à vouloir me sécuriser en permanence, et que du coup, je projette sur les autres des choses. Voilà. Donc je fais cette démarche à chaque fois de revenir à l'intérieur, et quand il se passe quelque chose à l'extérieur, quand quelqu'un me dit quelque chose, quand quelqu'un agit d'une certaine manière, un frère, une sœur ici dans la communauté, un membre de ma famille, et pour vous c'est pareil, je fais ce petit cheminement qui est de dire, cette chose-là qui semble être à l'extérieur, en fait, elle est à l'intérieur. Elle n'est qu'une manifestation extérieure pour pointer du doigt, hein, le doigt est pointé vers l'intérieur pour revenir à la maison et regarder les endroits où effectivement je suis sensible, où effectivement je me sens fragile, où effectivement j'ai des blessures du passé, par exemple, de mon enfance, et où elles sont manifestées, elles sont réveillées pour que j'en prenne soin. Donc en fait, toute chose qui vient de l'extérieur, ça, c'est vraiment quelque chose que j'expérimente moi ici de manière très forte, vivant dans une communauté, parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de l'extérieur. Toute chose qui me vient de l'extérieur, je la considère comme une manifestation de mon intériorité, comme un doigt pointé vers l'intérieur pour mieux me comprendre. Donc, ça veut dire deux choses principalement pour moi. Ça veut dire, un, je cultive l'acceptation radicale. Quoi qu'il se manifeste dans ma vie, ma démarche, et je pense que vous êtes sur le même cheminement que moi, c'est de dire oui. Je dis oui à la vie, parce que la vie, elle me montre toujours ce qui est important pour moi. Même quand cela semble absolument insupportable, inacceptable, très difficile à vivre, la vie pointe vers quelque chose en moi qui a besoin d'amour, qui a besoin d'être reconnu, qui a besoin d'être embrassé, qui a besoin d'être aimé. Donc, je fais cette démarche euh, avec évidemment des résistances. Hein. Donc, vous savez qu'il y a des résistances sur ce chemin. Donc, il y a des moments où j'ai pas du tout envie d'accepter. Et le fait d'accepter la résistance, c'est accepter déjà. Hein. Donc, je ne vais pas repousser la résistance, je ne vais pas me battre contre moi-même. Je vais voir qu'il y a une résistance et je me dis, ah, voilà, il y a une résistance à cet endroit-là. Je ne suis pas prêt à accepter ce que la vie m'offre comme opportunité. Alors, j'accepte ma non-acceptation et c'est déjà de l'acceptation. Donc, je trouve une forme de réconciliation avec moi-même, une forme de paix. Hein, et c'est ça qu'on cherche. Donc, surtout, euh, soyons vigilants pour ne jamais rajouter du conflit intérieur sur du conflit intérieur. Hein, donc la démarche, c'est la paix en soi, vraiment. Donc je fais attention à chaque fois que je crée une dualité en moi, un jugement me concernant, je sais que je prends une direction qui est périlleuse.
qui n'est pas la direction de l'amour. Donc, la direction de l'amour, c'est l'unité, c'est l'acceptation. C'est OK. J'ai des jugements, j'ai des peurs, j'ai des colères, j'ai des réactions. Et je vais vous donner un exemple tout à l'heure de ce qui s'est passé pour moi il n'y a pas longtemps. Donc, c'est l'acceptation radicale. Et la deuxième chose qui va avec, c'est de porter une attention particulière au fait que nous avons tous tendance à nous positionner comme victimes. Donc on a très fortement hérité d'une d'une bonne lignée, je pense, de nos ancêtres et même collectivement, de ce positionnement de victime. Et que la faute est à l'extérieur, la faute est chez l'autre, et moi je subis, hein. Et en ce qui me concerne, il y a très longtemps que j'ai pris conscience de ça, et il y a très longtemps que j'ai choisi de ne plus jamais me positionner en tant que victime et de prendre responsabilité. Et même s'il y a encore peut-être des parties de moi qui auraient peut-être envie encore de me positionner en tant que victime, je les embrasse, je les accueille, comme je disais tout à l'heure, et je me libère de cette tentation. Parce que dans la position de victime, euh, je perds toute souveraineté. Je n'ai plus de pouvoir, en fait. Je n'ai plus la possibilité, quelque part, d'ouvrir les yeux grands, de me rendre compte de ce qui se passe et d'interagir avec le monde avec un peu de clarté et, et avec un peu de discernement, un peu plus de discernement. Donc, c'est deux choses. Un, l'acceptation radicale, je cherche à dire oui à la vie. Deux, je fais vraiment en sorte de ne pas me laisser emporter par la tendance victimaire, on va dire, que l'autre est l'objet de mon mal-être. En fait, mon mal-être, s'il est là, il est la manifestation de quelque chose qui est en moi dont j'ai besoin de prendre soin, que je suis invité à prendre soin, et il n'est en aucun cas entre les mains de l'autre. Parce que je sais que c'est un peu radical, je sais que c'est pas facile à appréhender, mais je sais aussi par mon expérience que c'est une source de libération, une source de bonheur très intense. Mais attention, il y a une chose qui est très importante aussi, c'est que je ne suis pas non plus dans le rejet de moi-même ou dans le déni de moi-même. Donc ça veut dire, ça invite à une démarche très honnête. Si quelqu'un me dit quelque chose qui m'atteint, qui me touche, qui génère une émotion en moi, je ne vais pas faire comme si ce n'était pas le cas. Hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je vais reconnaître que je suis touché et que mon cœur se met à battre, que mon cœur se met à réagir, que mes pensées s'emballent, que peut-être j'ai une bouffée de colère qui est en train d'arriver. Euh, oui, ça c'est vrai. Ça c'est ma réalité. Et je vais prendre soin. Je vais prendre soin de ce qui est en train de se manifester en moi. Mais je vais faire très attention de rester dans le prendre soin au niveau émotionnel, au niveau corporel, et de ne pas commencer à monter dans l'esprit qui va raconter une histoire. L'esprit va interpréter ce qui est en train de se passer parce que c'est insupportable d'être dans l'inconfort. On n'aime pas beaucoup être dans l'inconfort intérieur, donc on va commencer à raconter une histoire concernant l'autre, concernant la vie, ou me concernant moi d'ailleurs, parce que ça peut être aussi, ça peut se retourner contre moi dans des jugements négatifs. Donc en fait, je vais prendre soin, mais je vais faire attention de ne pas me laisser emporter par l'histoire qui est en train d'émerger dans mon esprit. L'histoire, je la laisse passer. Je la laisse passer. Je ne m'y attache pas. Je reviens dans ma respiration, je reviens dans mon enracinement corporel. Si besoin, je vais dans la nature marcher. Si besoin, je me fais une relaxation totale dans mon lit, je me fais une bouillotte, je me câline, je m'embrasse, j'écoute une musique qui me fait du bien. Ah, ok, j'ai été touché, c'est vrai. Et j'en profite pour aller à la rencontre, par exemple, de mon enfant intérieur. Parce que ça veut dire que ça a réveillé une blessure quelque part. Et j'ai pas peur d'aller rencontrer ma blessure, parce que je sais que c'est là
que je peux me libérer vraiment et devenir un être disponible, joyeux, présent, attentionné pour les autres, sur une base véritablement libérée. Donc vous voyez, c'est toujours cette même démarche de revenir à l'intérieur avec beaucoup de soin, avec beaucoup de douceur, de prendre soin, d'éviter de tomber dans le piège de l'interprétation. Alors aussi, ça c'est intéressant parce que il y a des études très claires qui montrent qu'en fait, ma relation au monde n'est qu'une interprétation. Elle n'est jamais la réalité. Et Tai lui-même nous disait 99% de nos perceptions sont erronées. La première fois que j'ai entendu ça, j'ai fait un bond sur mon coussin. J'ai fait, ouah, quand même, t'exagères pas un peu, notre cher maître Zen. Et en fait, plus je contemple, plus je chemine, plus je me rends compte que c'est absolument vrai. Et même des études scientifiques le montrent aujourd'hui. En fait, nous sommes en permanence dans l'interprétation parce que notre cerveau est conditionné, il a beaucoup de croyances, il a reçu beaucoup d'empreintes par l'éducation, par ce que nos parents nous ont transmis, qui sont comme des filtres qui, en permanence, interprètent le monde selon un certain schéma. Par exemple, comme je l'ai dit au début, interprète le monde comme étant séparé de moi. Alors ça, c'est une très forte interprétation. Euh, dans la, dans le bouddhisme, on parle là de la dimension ultime euh, en, en comparaison avec la dimension historique, donc celle dans laquelle on vit tous les jours et justement qui nous confronte. On parle de cette dimension dans laquelle tout est un, tout est relié. C'est la vie. Et chaque chose se manifeste en fonction des conditions et des causes présentes. Alors, je me propose de vous parler d'un exemple concret qui s'est produit dans ma vie récemment parce que à chaque fois, je me rends compte que quand j'écoute quelqu'un partager, pour moi, ce qui reste le plus fort et le plus présent, c'est souvent l'expérience concrète de la personne. Donc, tout ce que je vous ai dit là pour l'instant, vous pouvez oublier, vous mettez de côté, vous attachez pas à ça. Maintenant, je vais vous partager une expérience vécue. On verra ce que ça va dire de ce que je viens de vous partager. Bon, voilà, j'essaie de me discipliner un peu avec la cloche et le thé parce que sinon je m'emballe et voilà. Et j'oublie que c'est important de s'arrêter, de vous laisser aussi un peu de temps pour digérer, pour respirer. Euh, alors, donc, comme je vous disais, j'ai eu pendant 2 semaines ici ma famille. Donc, j'ai peut-être, certains le savent déjà, sûrement même, j'ai 2 filles qui sont grandes maintenant, 27 et 25, et qui ont toutes les deux des compagnons. Et leur maman était là aussi. Donc, il y avait toute une tribu qui était là, la tribu familiale de Frères Bienveillance, plus d'autres amis en plus. Donc, il y avait du monde. Et on a passé les fêtes ensemble. Et on avait la chance de pouvoir rester dans une maison qui appartient au village maintenant juste à côté. Donc on était vraiment aussi dans un endroit où on avait de l'intimité, ce qui n'est pas toujours facile à trouver ici. Voilà, ce qui nous a permis d'être vraiment ensemble. Et ce qui est magique pour moi, c'est bien sûr d'avoir ma famille avec moi. Ça faisait 7 ans qu'on n'avait pas passé Noël ensemble, parce que mes filles, voilà, on vivait à l'étranger et moi, étant au monastère, je peux pas toujours sortir. Et elles sont venues aussi, ils sont venus d'ailleurs tous, non seulement pour passer du temps ensemble, mais aussi pour pratiquer. Parce qu'il y avait donc 2 semaines de retraite et je leur avais demandé, je leur ai dit, est-ce que vous voulez juste qu'on soit en famille ou est-ce que vous voulez pratiquer? Et je sais que maintenant, mes filles en particulier, elles touchent vraiment les bénéfices de la pratique, donc elles me dit, oui, on veut pratiquer. Donc on a fait les 2 semaines de retraite. Et donc forcément, quand on pratique, surtout si on pratique en famille, eh bien, il y a des choses qui émergent, il y a des choses qui montent, qui se manifestent à la conscience. Donc, quelque part dans le contrat familial, il y a comme quelque chose qui dit oui à ça, qui est accepté, qui dit bon, ok, on va être un peu brassé. Alors,
Heureusement, on a aussi cultivé beaucoup de joie. Donc, vous avez vu, on a chanté à Noël, on a chanté au Nouvel An pour ceux qui ont vu ça. Voilà. Et puis, on a beaucoup chanté aussi quand on était ensemble. Donc, on a cette capacité à cultiver la joie qui est fondamentale, à beaucoup rigoler. On a fait des jeux aussi à certains moments. Et aussi, on a eu des remontées. Voilà. Donc, on a fait notre petit chemin comme ça ensemble. Et puis, le jour du 31, le matin, euh, on avait donc notre petit déjeuner ensemble comme tous les jours. Donc j'arrive à la maison là-bas. Moi, je continuais à dormir au monastère. J'arrive là-bas. Je m'installe pour le petit déjeuner. J'avais pas très bien dormi. J'étais ouais, un peu travaillé par mon enfant intérieur. Peut-être je vous en parlerai un peu plus tard. Et une de mes filles m'accueille en me faisant quelques remarques que j'ai prises comme des reproches. Et j'ai une sensibilité aux reproches, on va dire. Je me rends compte de plus en plus que c'est pas facile pour moi quand quelqu'un me fait un commentaire sur qui je suis, voilà, lié à des blessures de mon enfance. Et donc elle me dit deux, trois choses que je sens que ça fait bouillir la marmite intérieure directement. Donc là, ça se resserre dans mon corps. Il y a un truc qui est pas du tout content en fait d'être là, qui dit mais c'est quoi cet accueil ce matin, etc. Donc voilà. Euh, et là, je vois que j'ai deux options. Il y en a une qui dit bon, c'est pas si grave. Franchement, si tu regardes le contenu de ce qu'elle a dit, c'est pas très grave. Peut-être qu'elle a mal dormi elle aussi. Laisse tomber, laisse passer. Puis il y a une autre partie qui dit non, 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 on laisse pas passer. Il y en a marre, on laisse pas passer. Et là, j'avais deux options, donc je regarde un peu ça. Et puis voilà, la deuxième option l'a emporté. Je sais pas si j'ai vraiment choisi en fait. Je crois pas. Et puis voilà, j'ai laissé sortir en fait mon mécontentement. Alors, heureusement, il y a beaucoup d'amour dans la famille et puis j'ai aussi une certaine pratique, donc je ne l'ai pas laissé sortir n'importe comment avec des gros mots ou avec des choses vraiment blessantes. Mais quand même, je sentais bien qu'intérieurement, mon petit dragon s'est réveillé et que j'ai envoyé une intensité d'énergie qui était quand même très forte. Je suis un garçon un petit peu intense, donc quand ça sort, ça peut sortir fort. Et là, bah, j'ai vu que c'était sorti très fort et que ça avait impacté. Donc ma fille qui m'avait fait la réflexion, et puis tous ceux qui étaient autour de la table à ce moment-là, mon autre fille, sa maman, les compagnons. Et là, je me suis dit, ah bah ça y est, c'est parti, là, j'ai mis le feu à la baraque. Voilà, donc c'est le 31 au matin, c'est le dernier jour de l'année, et moi qui a vraiment cette aspiration d'être dans la paix, d'être dans la douceur, d'être dans la compréhension, ben, je viens de faire exploser une grenade au milieu de la table. Magnifique. Alors sur le coup, j'ai pas dit magnifique, hein, parce que j'ai vu ma fille fondre en larmes. Elle est sortie de la pièce, sa maman est allée l'accompagner. Mon autre fille, qui était pas du tout contente, a commencé à dire que j'étais un papa trop méchant, etc., etc. Donc il y a eu toute une montée en puissance. Et très vite, je me suis dit bon, ok, apparemment c'est moi le déclencheur. Donc là aussi, j'ai deux options. Soit je me culpabilise et je me dis je suis vraiment nul. Et j'ai vu passer ça un peu, hein, en disant, mais pourquoi j'ai fait ça? J'aurais pu faire autrement. Nanana. Donc j'ai vu passer l'histoire qui arrivait, mais je me suis pas laissé attraper. Et je me suis enraciné, je me suis dit, OK, oui à la vie. La vie a décidé que c'était ça qui devait se manifester ce matin dans ce cercle-là. Et donc ma posture intérieure, elle a complètement changé. Au lieu de me victimiser, de me sentir coupable, de faire une sorte de gros mélange qui aurait pu être vraiment très douloureux et très difficile à appréhender, j'ai assumé. J'ai dit, bon, ok, la vie nous amène ça. Elle est passée par moi pour manifester ça. Ça va secouer. J'ai vu que ça secouait. Maintenant, ce que je peux faire, c'est prendre soin. Donc ça a commencé par prendre soin de moi, de pas me laisser attraper par ces pensées, de revenir dans mon corps, de reconnaître que j'avais effectivement envoyé une énergie très forte. Donc j'ai tout de suite reconnu, je me suis excusé, voilà, et j'ai commencé à regarder qu'est-ce que ça venait chercher en moi, au niveau de ma propre blessure.
au niveau de ma difficulté à recevoir ce genre de remarques, au niveau de mon enfant intérieur. Donc j'ai pris le temps. Et puis chacun a fait un peu la même chose. Et puis petit à petit, on a pu prendre soin les uns des autres. Donc ça, c'était magnifique parce qu'on a aussi, j'ai la chance d'avoir une famille de pratiquants, c'est vrai. Et donc, on a chacun, à notre tour, aussi regardé un peu ce qui se passait. On a pu recommencer à dialoguer, à écouter. Et ça a duré peut-être comme ça 3 heures, on va dire jusqu'à midi, où on a vraiment accepté de regarder qu'est-ce que ça venait chercher en nous et qu'est-ce que ça rejouait de la dynamique familiale aussi. Hein, parce que là, je vous rappelle que j'étais avec mes enfants, mon ancienne compagne, leurs compagnons, donc ça vient chercher des choses anciennes qui n'ont pas été vues, qui n'ont pas été euh, accueillies et qui sont des blessures anciennes probablement. Et on a pu faire ce chemin ensemble. Et en sentant aussi que finalement, au bout de ces 3 heures, le cadeau qui a émergé, c'est une libération pour tout le monde. C'est quelque chose qui devient beaucoup plus aimant, qui devient beaucoup plus grand, qui devient beaucoup plus en capacité d'accueillir ce qui se manifeste tel que ça se manifeste. Et que c'est parce que j'ai accepté que ça se soit manifesté, parce que les autres ont accepté que ça se soit manifesté aussi, on a pu ensemble euh, accueillir et laisser émerger l'amour et une forme de libération. Et c'est ce qui nous a permis, euh, dans l'après-midi, de continuer à répéter la chanson qu'on avait prévu d'offrir le soir et d'offrir le soir même cette très très belle chanson sur les graines qu'on a faite ensemble avec une énergie magnifique. Ça nous a tous vraiment beaucoup touchés euh, parce qu'il y a eu une vraie acceptation. Donc ça veut dire que je vous raconte ça parce que ne pensons pas naïvement qu'en fait il y aura plus jamais de frottement. Il n'y aura plus jamais d'interaction avec les autres qui peuvent être sensibles et douloureuses. Non, ça va continuer à exister puisque nous sommes des humains sur le chemin de la réalisation et que nous ne sommes pas tout à fait finis. Nous ne sommes pas tout à fait libérés. Donc il y a encore plein d'endroits où ça va se manifester. Parce qu'à nouveau, ça pointe vers l'intérieur. Voilà. Et moi, ça m'a pointé vers mon petit garçon, à peu près à l'âge de 2 ans et demi, qui, je l'ai visualisé, il était dans un petit coin, dans une pièce, très blessé. Et il se disait, de toute façon, personne ne peut m'aider, personne ne peut m'accompagner, et il s'autorisait même pas à pleurer, parce qu'il pensait que s'il se mettait à pleurer, sa situation allait être encore plus grave, ça allait s'aggraver, que ça allait se retourner contre lui. Et ça m'a saisi de toucher ça. C'est quelque chose que je connais, mais là, je l'ai touché encore d'une autre manière, en particulier avec les larmes, en prenant conscience que ce petit garçon, euh, il s'autorise même pas à pleurer. Parce que son expérience, quand il pleure, c'est que ça se retourne contre lui, qu'on va lui reprocher et qu'il va pas être aidé. Donc il se referme, il se replie, il se carapace et il devient dur. Voilà, et il faut survivre tout seul. Et c'est cette carapace-là que j'ai vue un peu plus, que j'ai relâché un peu plus, et dans laquelle, à partir de ce relâchement, il y a plus d'amour qui rentre, il y a plus de présence, il y a plus de compassion pour moi et pour les autres.